le 13h, Ophélie Fontana. Bienvenue à vous à la une de ce journal. Les parcs d'attractions qui reprennent vie. Les clients seront de retour dès samedi. L'heure est donc aux derniers préparatifs. Le gouvernement fédéral tient un accord salarial. Une prime de 500 € est proposée. Patrons et syndicats ont un mois pour donner leur avis. Ils l'avaient dit et ils l'ont fait. Des étudiants ont passé la nuit au siège de la Fédération Wallonie-Bruxelles. La ministre de l'Enseignement supérieur vient de les recevoir. Les détails avec Jean-Christophe Willems dans un instant. C'est un magasin d'apparence comme les autres. Pourtant ici, la marchandise est gratuite en échange d'un petit mot de remerciement. Et puis les cornes des rhinocéros coupées à la tronçonneuse. L'Afrique du Sud a choisi cette méthode extrême pour lutter contre le braconnage et sauver cette espèce menacée. Mais commençons tout d'abord par ce qui est devenu au fil du temps une vraie saga politique, celle des masques Avrox. Et oui, ces masques offerts par le gouvernement. Il y a eu des problèmes de retard de livraison, des problèmes aussi de qualité. Et le patron de la société vient carrément d'être arrêté en France. Daniel Welter, vous êtes non loin du siège de l'entreprise au Grand-Duché de Luxembourg. Alors pourquoi cette interpellation ? Eh bien, parce qu'il est dans le collimateur de la justice depuis que sa société Avrox a livré 15 millions de masques en tissu à la Belgique. En fait, la justice soupçonne des irrégularités lors de l'octroi de ce marché. Je vous rappelle qu'une des conditions était d'avoir déjà livré au moins 250 000 masques à un autre client, ce qu'a toujours soutenu en fait le patron d'Avrox, sans vouloir donner le nom de ce client. C'était pour lui une question de confidentialité. Mais voilà, mardi, on a appris que son client, c'était une société offshore qui était basée à l'île Maurice et surtout le patron, un ami. Et donc du coup, depuis, la justice a ouvert une enquête pour faux, usage de faux, escroquerie, blanchiment et entrave à la liberté des enchères. Des perquisitions ont eu lieu mardi et on vient d'apprendre à l'instant qu'elles ont repris aujourd'hui, juste derrière moi au siège d'Avrox ce matin. Un véhicule pourrait d'ailleurs être saisi dans les minutes qui suivent. Et donc la suite logique, et c'était bien sûr l'arrestation du patron d'Avrox. En fait, il s'est vu notifié un mandat d'arrêt européen émis par un juge belge. Il pourrait donc être extradé vers la Belgique dans le courant de la semaine prochaine. Vous parliez d'une saga et on n'est sans doute pas encore au dernier épisode. Et merci de nous avoir donné les derniers éléments de cette saga, Daniel. Et puis dans ce journal, il y a aussi comme un parfum de reprise. Plusieurs secteurs se préparent en effet à redémarrer leurs activités ce week-end. Les parcs d'attractions, par exemple. Ils attendent donc les clients avec impatience. Reportage de Déborah Capel, Benjamin Maury et Benjamin Carlier en Brabant wallon. Dernière année vérifiée, tu te mets en position de sécurité à l'écart du train et tu donnes l'accord. Dernière séance de formation pour cette saisonnière sur le loup-garou, car dès samedi, cette attraction, comme toutes les autres du parc, accueillera ses premiers visiteurs. Cela fait une quinzaine de jours que l'on s'active dans les 4 coins du parc pour que tout soit prêt et on peaufine à présent les derniers détails. Nos équipes là, sont occupées à faire les derniers détails avant ouverture, terminer la pose de certains signalétiques, le nettoyage des files d'attente, mais les attractions sont prêtes et nos équipes sont déjà formées. La seule inconnue, ce sont les protocoles sanitaires qu'il faudra respecter. À 48 heures de l'ouverture du parc, l'arrêté royal fixant ces conditions n'a toujours pas été publié. Le parc s'appuie donc sur les mesures de l'année dernière, notamment en matière de capacité d'accueil. La capacité est limitée, mais à peu près un tiers du parc, ce qui nous permettra d'accueillir à peu près 7 à 8 000 personnes. Cela n'empêchera pas le parc d'inaugurer son nouvel espace et sa nouvelle attraction. Un investissement de 25 millions d'euros pour la plus haute montagne russe du Benelux qui emmène le visiteur à plus de 113 km/h. Un investissement nécessaire pour rester compétitif malgré la crise. Nous avons fait le pari justement de maintenir l'investissement pour l'année 21. Évidemment, nous allons devoir digérer l'ensemble de ces investissements. Nous ferons une toute petite pause et puis nous reprendrons le plan de développement. Le parc, qui ne peut cependant pas complètement ouvrir ce samedi, sa piscine reste encore et toujours fermée, ainsi que ses 4 attractions en intérieur. Et nous retrouvons Benjamin Carlier en direct, car la réouverture des parcs d'attractions fait grincer des dents. Les forains se sentent oubliés car eux ne peuvent pas reprendre leurs activités, Benjamin.
Oui, tout à fait, Ophélie. Ils n'ont encore aucune perspective. On a parlé d'une date du 1er juin, mais sans aucune certitude pour eux pour le moment. Alors ce samedi, eh bien, les parcs d'attractions pourront rouvrir. Il pourra y avoir à nouveau des brocantes ou les parcs d'acrobranche également. Eux, eh bien, ils se sont un peu laissés pour compte. L'année dernière déjà, eh bien, le gouvernement fédéral, à la dernière minute, avait autorisé les fêtes foraines à reprendre, mais très peu de communes avaient finalement autorisé les forains à venir s'installer sur leur territoire. Certains d'entre eux n'ont plus travaillé depuis novembre 2019. Le temps presse. Ils ont donc été voir un avocat et comptent la mandater dans le courant de la journée pour mettre en demeure l'État fédéral. Ils espèrent avoir une réponse à leur demande au prochain Conseil national de sécurité, au comité de concertation prévu le 11 mai prochain. Si ce n'est pas le cas, ils promettent de faire tout pour pouvoir recommencer à travailler, car pour eux, bien sûr, le temps presse. Ils ne veulent plus attendre. Ils veulent enfin pouvoir reprendre leur travail comme tous les autres acteurs du secteur. Merci beaucoup Benjamin pour ces explications. Et puis vous venez de parler de ce comité de concertation prévu la semaine prochaine. C'est vrai que la situation risque encore d'évoluer, d'autant que tous les indicateurs baissent, mais épinglons tout de même un chiffre, celui du million d'infections au Covid-19. Un cap est donc franchi, mais cela ne doit pas ternir la situation sanitaire, je le disais, plutôt favorable en ce moment. Et une autre nouvelle plutôt favorable, c'est cet accord sur les salaires tombé au bout de la nuit. Le gouvernement fédéral propose donc une prime de 500 € pour les entreprises avec de bons résultats économiques. Explication avec Tidier Mkwache et Laurent Enrard. Une caissière de supermarché, un ouvrier dans le secteur de l'acier et une employée dans le domaine pharmaceutique. 3 professions concernées par l'accord interprofessionnel. Après l'échec des négociations entre patrons et syndicats, le gouvernement a repris la main. Et aujourd'hui, voici ce qu'il propose. L'accord est un accord que je trouve qui est raisonnable. L'indexation au total de 2,8%, naturellement, elle est garantie. Une marge supplémentaire de 0,4% est possible. Dans une période de crise, on peut donc aller jusqu'à 3,2%. Et puis, il y a une faculté qui est créée pour des entreprises qui ont bien marché pendant la période de crise, de dire, voilà, les travailleurs, on va vous donner une partie de cela, on va vous récompenser pour cela avec un maximum de 500 € net qui peut être attribué au niveau d'une entreprise. Et c'est bien là la nouveauté, une prime de 500 €. En revanche, pas d'évolution au niveau de la marge salariale de 0,4%. Une proposition imbuvable pour les syndicats. Nous avions principalement 2 demandes. Une, c'est que la négociation pour le dépassement éventuel de la norme de 0,4% puisse se faire dans des secteurs et pas dans des entreprises. Et 2, et c'est encore plus important, nous avions demandé qu'il y ait une vraie trajectoire d'amélioration du salaire minimum à partir de janvier 2022. Les syndicats insistent, les salaires doivent augmenter. Et même au sein du gouvernement, tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde sur cette question. Ce n'est pas vraiment un accord, c'est une proposition de médiation. Et le problème aussi, évidemment, de ces compromis de fin de nuit, c'est que c'est plein d'ambiguïtés. Quand je lis les interprétations que donnent certains partenaires du gouvernement, je pense qu'on n'a pas lu le même texte. La FGTB rejette le texte et menace déjà de mettre à exécution ses actions sur le terrain. Judiciaire avec le procès de l'un des participants à la Boom 1. Le jeune homme doit répondre d'actes de rébellion. Les faits remontent au 1er avril lors de ces affrontements au Bois de la Cambre. Claire Verstraat, Philippe Huibaud et David Brichard étaient au tribunal correctionnel de Bruxelles ce matin. Il est sur le banc des prévenus pour avoir participé à la rébellion lors de la première boum au Bois de la Cambre, le 1er avril. On lui reproche d'avoir lancé en direction des forces de l'ordre plusieurs projectiles, dont 2 bouteilles en verre et une branche d'arbre. Mais cela ne s'arrête pas là. Lors de l'affrontement, 2 policiers sont blessés au visage et la zone de police Bruxelles-Capitale, qui s'est constituée partie civile, exige que le jeune endosse sa part de responsabilité, même s'il n'a pas directement porté les coups. Est-il responsable de tous les dommages? C'est la position qu'on maintient ici, dans le cadre justement de manifestations ou d'émeutes. C'est-à-dire qu'il est impossible de déterminer qui a fait quoi, qui a jeté quoi, qui a blessé qui, puisqu'on se trouve dans un groupe. Et la jurisprudence unanime à ce moment-là dit que les personnes qui ont participé au dommage doivent le réparer intégralement et sont solidaires de ce dommage.
Sur ces images, voici le jeune emmené par les forces de l'ordre après son arrestation. C'est à ce moment-là, ou après, que les policiers ont été blessés. Alors pour la défense, le prévenu ne peut donc pas être tenu responsable. Au moment où les policiers sont blessés, ça c'est indéniable, mon client, il est au sol, il est menotté. Et donc la position de la défense est de dire qu'à ce moment-là, la rébellion dans le chef de mon client a cessé et que c'est d'autres qui ont blessé effectivement les policiers et qu'il ne peut pas, au niveau civil, conséquence des dommages subis par les policiers, emporter, lui, la responsabilité de faits qu'il n'a pas commis. De son côté, le ministère public requiert une peine de travail d'intérêt général de 200 heures pour ce jeune au casier judiciaire vierge. Pas encore de jugement aujourd'hui, le prononcé est fixé au 4 juin prochain. Cher monsieur, est-ce qu'on peut vous poser une petite question? Et puis des nouvelles de ces étudiants qui ont passé la nuit au siège de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ils ne voulaient pas quitter les lieux avant d'avoir rencontré la ministre de l'Enseignement supérieur, Jean-Christophe Willems. C'est chose faite. La rencontre avec la ministre Valérie Glatini vient de se terminer il y a quelques minutes. Voilà, la rencontre s'est terminée il y a une demi-heure à peine. C'est vrai que les étudiants ont envahi le bâtiment qui se trouve derrière moi, le siège du gouvernement de la communauté française, Fédération Wallonie-Bruxelles. Le but, c'était donc d'obtenir des subsides, d'obtenir des moyens pour lutter contre la précarité des étudiants. Et Chem Mabrouk, vous avez dormi sur place avec d'autres étudiants. Vous n'êtes pas resté pour rien. Vous avez obtenu quelques améliorations. Oui, donc une des revendications principales de la fédération était d'avoir un plan de lutte contre la précarité. Ici, avec la ministre, on a convenu de certaines mesures, de dates, et ce qui permet en fait de baliser la législature en termes de lutte contre la précarité. Alors, qu'est-ce que vous avez obtenu concrètement de financement supplémentaire? Donc l'idée, c'est qu'à partir d'octobre, un nouveau budget pour 2022 va être discuté. À ce moment-là, la ministre s'est engagée à mettre sur la table du gouvernement l'élargissement du gel du Minerval, de sorte à ce que tous les étudiants de la Fédération Wallonie-Bruxelles ne payent 835 € leur année. Ensuite, à partir de 2023, la ministre s'est engagée à mettre sur la table une réforme des allocations d'études qui permettrait d'élargir à la fois les personnes qui y accéderont, mais aussi d'augmenter les montants et alors de faire un travail sur les taux modestes. Alors on parle de 2022, 2023. Pour cette année-ci, 2021, il y a quand même un petit budget qui a été alloué. Donc le budget des allocations d'études va augmenter puisqu'en fait on va passer à 71 millions, ce qui est une augmentation de 5% par rapport à ce qui est prévu d'habitude. Donc il y a quand même une avancée. Voilà, il y a une avancée, mais vous n'avez pas obtenu tout ce que vous espériez. En tout cas, on a fait quand même des avancées. La ministre s'est engagée à prendre des mesures structurelles, chose qui n'avait pas encore été le cas avant. Et on sera là pour lui rappeler ses engagements en octobre prochain. Parfait, merci beaucoup. Vous avez remarqué que les étudiants vont donc rester vigilants, mais ils ont enfin libéré le bâtiment. Merci pour ces précisions en direct, Jean-Christophe. Et puis d'autres étudiants lancent aussi un SOS, ceux du Conservatoire de Bruxelles. Avec le soutien de leurs professeurs, ils dénoncent leurs conditions d'apprentissage dans des bâtiments délabrés. Voyons cela avec Camille de Quéquer, David Crozet et Françoise Barré. Un couloir de cave qui a largement vécu un recoin pour le pupitre. Élise, jeune altiste, répète où elle peut. Voilà un moment de sa vie d'étudiante. La débrouille parce qu'il manque de locaux. C'est le quotidien de 380 étudiants. C'est pas ici, c'est dans un autre couloir, dans les escaliers, là où on peut trouver de la place en fait. Donc on entend les collègues passent. Voilà, mais bon, on est obligé quoi. C'est votre public? Oui, en quelque sorte. C'est une des toilettes à la disposition des étudiants, évidemment. Et oui, des toilettes vieillottes, mais aussi des murs lépreux, des plafonds qui s'effondrent, des vitres cassées. Le professeur Louison Renaud n'en perd pas son humour pour autant. L'aération Covid qui est prévue. Une salle rénovée ici. Tom à la touche, au saxophone répète, mais il fait bien trop chaud. Les radiateurs sont bloqués, les stores ont disparu, la porte mal insonorisée, les pianos se désaccordent. On ne le voit pas à l'image, mais il fait chaud. Donc pour jouer, en général, on ouvre les fenêtres et du coup, tout le monde entend la musique, entend le théâtre, entend les gens répéter. Et il y a des problèmes aussi, tout simplement d'insalubrité. Quand il pleut, il y a de l'eau qui passe par les plafonds, il y a plein de problèmes. L'électricité n'est pas aux normes. Enfin, en tout cas, le bâtiment est dans un état d'une vétusté qui est rarement vue, en tout cas, et qui est quand même assez indigne d'un établissement scolaire. Des salles bien équipées, il y en a. Voici la classe de percussion classique, mais pour le professeur, le combat continue. On sait que maintenant les étudiants ont besoin d'une formation adéquate. Il faut des bâtiments qui sont de bonne qualité, des pianos entretenus,
un Wi-Fi correct pour qu'on puisse donner cours. On a parlé des cours à distance, on est incapable de les donner puisque le Wi-Fi ne fonctionnait pas. Non, ce sont des choses très précises qui peuvent être réglées rapidement si les enveloppes sont vraiment déployées. Des professeurs et des élèves au même diapason pour défendre l'enseignement artistique supérieur pour ne pas qu'il soit oublié. À suivre dans ce journal, une annonce étonnante de Joe Biden. Les États-Unis sont prêts à lever temporairement les brevets sur les vaccins contre le Covid-19. Et puis, cette borne marque la frontière entre la Belgique et la France. Un habitant d'Erqueline l'a déplacée de 2 mètres seulement, mais l'affaire fait grand bruit, nous le verrons. Mais nous commençons avec une histoire extraordinaire. Une Malienne vient d'accoucher de 9 enfants, une grossesse à risque pour la mère et pour les bébés aussi. Mais tout va bien pour la famille, comme vont nous le raconter Anne-Catherine Musel et Esmeralda Labi. 9 bébés, on appelle ça des nonuplés. 4 garçons, 5 filles, 9 bébés donc pour une jeune Malienne de 25 ans. Originaire de Tombouctou, elle avait été prise en charge et transférée en mars dernier au Maroc pour un meilleur suivi d'une grossesse, il faut bien le dire, qui sort de l'ordinaire. Cette dame est arrivée alors qu'elle avait 25 semaines de grossesse. À ce stade-là, l'accouchement n'est pas possible car la durée de la grossesse doit être d'au moins 30 semaines, c'est-à-dire entre 7 mois et demi et 8 mois. Les spécialistes s'inquiétaient pour la santé de la mère et pour les chances de survie des fœtus. L'accouchement s'est fait par césarienne. Aucune échographie n'avait prévu autant de bébés. La dernière en date prévoyait 7 enfants, pas 9. Son état est stable et elle est actuellement en soins intensifs. Le poids des bébés varie entre 500 grammes et 1 kg. La mère n'était pas stable au début, elle saignait au niveau de l'utérus. Mais le personnel médical a pu trouver une solution. Jusqu'à présent, la maman et les bébés se portent bien. Ils rentreront dans leur pays dans plusieurs semaines. Halima Cissé devrait bientôt figurer dans le livre des records. Elle détrône une Américaine de 45 ans qui avait accouché d'octuplés, 8 enfants, en janvier 2009. C'est toujours un exploit aussi, l'envoi d'une fusée dans l'espace et son retour sur Terre. Ça l'était plus encore pour ce prototype de SpaceX. Après 4 tentatives d'atterrissage manquées et 4 explosions, cette fois, Starship s'est bien posé sans encombre, nous le voyons. Ce véhicule est censé amener des humains sur la Lune et sur Mars lors de futures missions. Changement de cap inattendu, les États-Unis sont d'accord de lever les brevets pour les vaccins anti-Covid. Autrement dit, ils veulent bien donner les recettes de fabrication et cela permettrait d'accélérer la production et la distribution dans le monde. Explication avec Vincent Hufti et Aurélie Didier. C'est un changement de position radical. Le président Joe Biden annonce que les États-Unis participent aux négociations à l'Organisation mondiale du commerce concernant une levée temporaire des brevets sur le vaccin contre le Covid-19. Président Biden, allez-vous soutenir une dérogation à l'OMC? Le gouvernement américain va faire cela? Oui, je vais en parler plus tard dans la journée, oui. Réaction immédiate côté européen. Ursula von der Leyen se dit également prête à discuter du sujet. Nous sommes prêts à discuter de la manière dont la proposition américaine de dérogation à la protection de la propriété intellectuelle pour les vaccins Covid pourrait contribuer à atteindre cet objectif. Mais le sujet divise au niveau européen. D'un côté, il y a les pressions du lobby pharmaceutique qui freinent sur la levée des brevets. De l'autre, les pressions de pays comme l'Inde et l'Afrique du Sud. Mi-avril, 170 personnalités ont signé une lettre ouverte pour la levée temporaire des vaccins. Parmi eux, l'ancien président français François Hollande. Il y a beaucoup de pays qui ont les capacités de production disponibles, mais qui ne peuvent pas les mettre au service de ces vaccins parce qu'ils ne peuvent pas payer le prix de ces produits. Et donc, il faut permettre qu'il y ait beaucoup plus de production de vaccins et que ce soit des produits qui soient accessibles au niveau des prix pour que le plus de monde possible puisse être vacciné. L'Organisation mondiale de la santé affirme que les pays riches distribuent la majorité des vaccins et qu'ils portent une grande responsabilité par rapport à la rapidité de la vaccination dans le monde.
Revenons chez nous et un peu en France aussi, vous allez comprendre. Un résident belge a déplacé la frontière de quelques mètres seulement, mais cela change la physionomie des deux pays et ce n'est pas loin d'être une affaire d'État. Nous allons le voir avec Meg Jacquil et Christophe Banneton de Télésambre. Ici, nous sommes en France, sur la commune de Bousigny-sur-Roc. Et maintenant, je passe en Belgique. Nous sommes à Montigny-Saint-Christophe, sur le territoire d'Erqueline. Ce sont ces bornes qui symbolisent la frontière franco-belge. Et c'est une de ces bornes qui fait couler beaucoup d'encre des deux côtés de la frontière. L'une d'entre elles a été déplacée de 2,20 m environ par un agriculteur belge. Un acte qui est loin d'être anodin, puisqu'il a agrandi le territoire erquelinois au détriment de nos voisins français. Mais comment s'est-on rendu compte de ce léger glissement de bornes ? Eh bien, en 2019, on a fait l'inventaire des bornes. Il a été fait par nos amis français de Bousigny et de Coussort. Chacune des bornes a été géolocalisée avec beaucoup de précision. Et donc, à cette occasion-là, ils ont constaté qu'une des bornes avait été changée de place. De quelques 2,20 m d'un côté, 75 cm de l'autre. Ben voilà, c'est la borne typique qui a servi à fixer les frontières après la défaite de Napoléon. D'un côté, on trouve la lettre N de Nederland, puisqu'on était hollandais à l'époque, et de l'autre, la lettre F pour la France. Il y a des bornes comme ça sur les 620 km de frontière entre la Belgique et la France. Les propriétaires du bois côté français se sont également rendus compte de ce déplacement farfelu. À la mairie de Bousigny-sur-Roc, petit village des Hauts-de-France, on prend la chose au sérieux. Ça pose un souci parce qu'effectivement, c'est quand même des bornes frontalières, donc ce qui délimite la France et la Belgique. C'est une violation aussi du traité de Courtrai. Moi, j'ai donc contacté le bourgmestre d'Erqueline qui a fait le nécessaire auprès de son administré. Et donc, on a demandé effectivement que la borne soit remise à sa place. C'est sûr que c'est une histoire insolite et la personne est quand même un peu scrupuleuse parce que derrière cette pierre se cache quand même toute une histoire. C'est un peu un remake d'un film Rien à déclarer ou une bonne idée pour un prochain film. C'est des piquets qui définissent les frontières. La bonne humeur reste de mise. Cette affaire devrait donc se régler dans la courtoisie frontalière et à l'amiable. C'est en tout cas ce qu'espère David Lavaux pour éviter de lourdes procédures administratives. Il vaut mieux arranger les choses à l'amiable. On ne va pas faire un incident diplomatique. Faire remonter ça à Bruxelles et à Paris, je pense qu'on peut régler ça au niveau local et faire rentrer les choses dans l'ordre le plus rapidement possible. Et si ce n'est pas le cas, alors on doit rentrer dans une procédure parce que ça dépend du code pénal. C'est grave de bouger une borne et donc il peut y avoir dépôt de plainte, poursuite. Et alors, s'il y a litige sur l'endroit de la borne, là, ça dépend du ministère des Affaires étrangères parce que ce n'est pas ni les communes ni les provinces qui sont compétentes, c'est les pays. Mais on n'en est pas là. Le bon sens fait dire à toutes les parties que le propriétaire du terrain belge fera preuve de bonne volonté. Et d'autres histoires insolites sont à découvrir sur le site vivreici.be. Je vous propose à présent de faire quelques courses dans un magasin pas comme les autres. La marchandise y est tout simplement gratuite. Isabelle Husson, Michaeli Guriadis et Marc Ochanski nous emmènent dans ce commerce à Anderlecht. Ce puzzle a fait la joie des enfants, mais à présent, l'heure est venue de lui donner une nouvelle vie. Direction donc le magasin gratuit. Mais c'est quoi un magasin gratuit ? Un magasin gratuit, c'est un magasin où on donne tous les objets qui sont à disposition. Donc on ne prend pas d'argent et on ne récupère pas d'argent. Tout est gratuit. Pour Léo, ce magasin, c'est son stage de fin d'études. Une ASBL spécialisée dans l'économie circulaire lui a proposé le local, un ancien showroom auto. Et les objets, dans un premier temps, sont venus de la famille et des amis. Aujourd'hui, il y a déjà des visiteurs qui donnent diverses choses, mais il n'y en a pas plus qui viennent en prendre ? Pour le moment, je peux me rendre compte que oui, il y a pas mal de gens qui viennent prendre par rapport aux gens qui viennent donner. Mais comme on prend en groupe et qu'on donne un objet, pour l'instant, ça tourne bien. Et oui, c'est le truc. Vous pouvez donner autant que vous voulez, mais vous ne pouvez prendre qu'un objet par jour. Doris l'a bien compris, et même si le magasin n'est ouvert que depuis lundi, elle est déjà une fidèle. Hier, j'étais ici. Aujourd'hui aussi, je suis là. Demain aussi, je viens. Jusqu'à présent, l'objet le plus insolite reçu, c'est cette superbe canne à pêche. Mais son magasin, Léo le voit aussi comme un lieu où retisser du lien social.
Malheureusement, avec la Covid, les gens sont parfois bloqués chez eux, ils aiment bien parler, mais ils n'ont pas l'occasion de voir des gens. Et donc nous, on est un magasin, donc c'est un peu un prétexte pour que les gens viennent discuter avec nous, moi, les bénévoles qui m'aident ou même d'autres clients. Et on se paye en merci. Merci du fond du cœur, c'est vraiment gentil. On me fout des messages, bonne continuation pour le projet. Si vous voulez donner quelque chose, sachez que le magasin gratuit n'accepte que des objets propres, en bon état, non périssables, non dangereux et... Que ce soit complet, donc un puzzle pas complet, ce serait dommage de ne pas avoir la satisfaction de ne pas pouvoir le finir, c'est gênant. Ah ben, j'ai plus qu'à compter toutes les pièces de mon puzzle alors. 5, 6, 7, 8, 9... C'est un autre business, mais bien moins salutaire, le braconnage des cornes de rhinocéros. En Afrique du Sud, on a décidé de les couper pour justement lutter contre ce phénomène. Explication avec Brigitte Legrand et Esmeralda Labi. Il n'a pas mal. L'image est impressionnante, mais il n'a pas mal. La tronçonneuse, c'est pour le protéger, lui et tous les autres rhinos. Car ces animaux sont menacés. En 10 ans, le célèbre parc Kruger, situé en Afrique du Sud, a perdu 70% de sa population de rhinocéros. En cause, la sécheresse, mais surtout le braconnage. In Bululi, we have decided to dehorn our entire population because of our high level of threat. We dehorn every rhino and even rhinos with calves. L'objectif est de faire comprendre aux braconniers qu'il n'y a plus de cornes de rhinocéros dans le pays. Les nouvelles sont bonnes, le braconnage de l'espèce a diminué de 33% l'an dernier. De quoi réjouir les agents du parc national du Grand Kruger, l'un des plus visités d'Afrique, avec ses 20 000 km², où se côtoient les plus gros et les plus petits. Depuis 20 ans, le rhinocéros blanc est considéré comme une espèce quasi menacée. Aujourd'hui, le Covid-19 lui a quelque part rendu service. The COVID restrictions worked on a number of levels. The reduction of international and even local travel prevented the movement of product. Perhaps even more so, the restriction of movement of people within the parks reduced the amount of information available to the organised networks. Il ne faut toutefois pas crier victoire trop vite. De nombreuses réserves animalières ont vu leurs recettes diminuer à cause de la pandémie et ont dû réduire les patrouilles anti-braconnage. La demande de cornes de rhino, elle, ne faiblit pas, notamment en Asie, où elle est utilisée en médecine traditionnelle ou pour ses vertus, soi-disant aphrodisiaques. Allez, quelques bonnes nouvelles, des nouvelles positives en tout cas, avec tous les projets qui vont être financés grâce aux dons à Cap 48 et Viva for Life. Cela permettra de soutenir 135 projets dans le secteur du handicap, de l'aide à la jeunesse et de la petite enfance en pauvreté. Écoutons tout de suite les précisions d'Anne Lormac. Alors 16 millions d'euros ont pu être récoltés en 2020 sur les deux opérations. Viva for Life et Cap 48 est réparti 50-50. Et cette année, pour Cap 48, 135 projets dans les secteurs du handicap et de l'aide à la jeunesse vont pouvoir être aidés. Il y a des projets qui sont plus teintés Covid, comme par exemple le financement d'une vingtaine de projets répit. Le répit, c'est ce qui permet aux familles de souffler dans des périodes difficiles. Et on sait que les familles avec des personnes en situation de handicap se sont senties particulièrement isolées en cette période. Et donc, c'est leur permettre de se retrouver et de souffler un peu. Et du côté de l'aide à la jeunesse, on a décidé aussi de financer la qualité de vie en finançant l'amélioration des bâtiments, des travaux, etc. pour leur permettre d'avoir des lieux de vie plus adaptés. L'actu sport, la finale de la Ligue des Champions sera à 100% britannique entre Manchester City et Chelsea. Chelsea qui a éliminé le Real Madrid d'Eden Hazard hier soir. Retrouvaille particulière d'ailleurs pour le Belge avec son ancien club. Il a gardé de bons contacts avec ses ex-coéquipiers. Et nous allons le voir avec Anne-Catherine Musel et Alice Devillers. Ça fait polémique en Espagne. Eden Hazard rit avec des joueurs de Chelsea, son ancien club, juste après l'élimination du Real Madrid. L'image semble anodine, mais elle choque les supporters madrilènes. Un sondage publié par Marca, grand quotidien espagnol pro-Madrid, montre que 64% des supporters ont trouvé cette image déplacée. Rien d'étonnant pourtant quand on connaît le personnage. Eden a énormément de qualité, et puis c'est entre guillemets petite bourde qui nous a fait hier. Je pense que c'est du Eden, il faut le prendre comme il est. En Espagne, on a difficile de faire ça. Pourtant, la déroute face à Chelsea est bien collective, mais les grandes attentes placées en lui par les fans expliquent leur déception. C'est vrai que Eden au Real, on l'attend depuis 2 ans.
il a joué de malchance avec les blessures à répétition, le Covid, et le Real n'a pas été épargné. En Espagne, au Real, où vous pouvez très bien être adulé à un match et puis vous êtes au pilori le match suivant si vous n'avez pas été au top. Les supporters du Real ne font aucune exception. Ils ont déjà réservé le même sort aux meilleurs joueurs du club. Et Eden Hazard était attendu comme le successeur de Cristiano Ronaldo. C'est le transfert le plus cher du Real et on attend beaucoup de lui. Mais comme vous avez dit, c'est arrivé à Cristiano Ronaldo, à Ramos, de se faire siffler par le public au stade du Real. Donc tous les joueurs du Real peuvent à un moment donné être hués, sifflés malheureusement. À Eden Hazard de prouver sur le terrain ce qu'il vaut vraiment. Et voilà qui termine notre tour de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Je vous laisse en compagnie de Caroline Dossogne pour la météo. Juste après Affaires conclues. Très belle après-midi à toutes et tous.